Simon Pasieca, j'habite à Paris et j'ai la chance d'exposer avec Anne-Sophie Jaconot ici à Nantes dans le lieu d'art contemporain qui s'appelle RDV Galerie. Alors moi je suis Anne-Sophie Jaconot, j'ai été invitée à la galerie RDV, c'est moi qui ai proposé l'exposition Révolution à Barbizon et j'ai invité Simon Pasieca. Je suis donc peintre et mon père est peintre aussi et j'ai en fait jamais vraiment arrêté de la peinture. Puis je me classerai dans le tiroir de la peinture figurative. C'est une exposition hyper classique en fait, c'est que de la toile, la céramique, voilà, c'est on part de ce truc-là et on le détourne un petit peu quoi, parce que sinon en gros il crée des trucs qui n'existent pas. Mais on aurait pu imaginer qu'il serait sorti avec sa grande toile démesurée comme ça, à la pam-pam en plein dehors. Et moi, en fait, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt genre le truc, je reprends tous les espèces de codes, genre la toile, la colle de peau de lapin, enfin bon, tout la préparation et tout, mais juste pour faire un truc qui a déjà même pas de châssis, quoi. Donc, du coup, on remarque même pas que c'est de la toile. Et là, avec la céramique, c'était plus le côté, j'ai repris une espèce de toile qui pouvait être faite sur un châssis, justement. Un truc comme ça, et qui du coup le but c'est que la céramique bouffe plus le châssis qu'autre chose en gros. Ça casse un peu le rectangle. Non, je mets toujours l'encadrement presque dans le tableau. Et c'est un point commun aussi que l'on a dans notre travail réciproque avec Anne-Sophie Jaconot, qu'elle dépasse en fait le cadre. Et moi je mets le cadre dans le tableau. Donc celui-là il s'appelle Nachthimmel auf Deutsch, je suis allemand. Ciel de nuit, donc l'été dernier, je l'ai passé dans une résidence d'artistes en Corrèze. Et contrairement à Paris, en Corrèze, le ciel de nuit il est très très clair et on peut voir toutes les étoiles. Et j'étais très impressionné par cette sensation-là. Et en haut, il y a une sorte de marge qui fait à peu près 20 cm. Où du coup le ciel de nuit se transforme en jour. Il y a une transition en couleur d'arc-en-ciel. C'est disons une transition aussi entre l'infiniment grand, donc l'univers qui nous entoure, qu'on voit avec le ciel de nuit, et l'infiniment petit, donc, mais quand même pour nous encore perceptible, le monde de petites plantes et des insectes. Ça s'appelle pourquoi le ciel de nuit n'est pas éclairé complètement, parce que si on imagine l'espace infini et infiniment rempli par des étoiles, il devrait avoir une étoile à chaque endroit, donc normalement le ciel devrait être éclairé partout. Il y a quand même aussi l'autre explication que moi j'ai entendue encore par ma mère quand j'étais petit, mais qui s'est racontée surtout, je sais pas, j'imagine jusqu'au fin du XIXe siècle, que le ciel c'est une sorte de voile noir où au-dessus se trouvent les cieux, comme on dit en français, et le bon Dieu se promène en réfléchissant à sa création avec une canne. Et à chaque pas, pendant ces 10 pas, il fait un petit trou. Dans la campagne, il y a quand même aussi la présence des insectes, et la nouvelle de l'année dernière, c'était quand même cette disparition abrupte d'énormément d'insectes. Plutôt une nouvelle très mauvaise, qui est fournie par la science. Et sur place, on a vu vraiment comment ça se passe, comment les insectes disparaissent, surtout avec les glyphosates, on en parle beaucoup en ce moment encore. Ça ne ressemble plus du tout à ce que ça ressemblait quand moi j'étais petit encore, on marchait à travers les champs et ça sautait dans tous les sens. Ça n'existe plus aujourd'hui. La jungle, je voulais faire une peinture à la base je faisais comme Simon, j'essayais de faire des très grands formats avec des châssis et c'était hyper chiant. Genre je devais toujours démonter mes châssis, enlever les toiles et tout. Et en plus ça me parlait pas tant que ça finalement, le grand carré, je trouvais ça un peu absurde. Et du coup j'ai voulu changer ma manière de faire de la peinture. Et du coup j'ai voulu prendre tous les éléments de la peinture, genre la toile, donc là du tissu du coton, ce que j'utilisais aussi sur le châssis, et virer le châssis et du coup essayer d'être un petit peu plus proche du volume et travailler à la fois le micro-volume
qu'il y a dans les petites trucs comme ça là, qui se dévoilent, là, qui se bougent, et à la fois dans le trompe-l'œil. Voilà, comme ça, il y a des feuilles, on a l'impression qu'elles sortent alors qu'elles sortent pas, et voilà, enfin, des feuilles. On travaille qui est une espèce de monde parallèle, une espèce d'histoire, fantasmagorie autour d'un monde parallèle féminin qui aurait pollué ou qui aurait plutôt attaqué de manière un peu incognito notre existence, et qu'en gros ce serait le corps féminin qui serait le truc qui serait dans l'infection. Et l'idée c'était de représenter, avant j'avais pas mal fait de peinture qui représentait ce pays, enfin ce monde qui s'appelle Châtelain, et le côté intestinal. Et du coup en fait je voulais faire en gros un passage, un espace spatio-temporel dans lequel le corps qui viendrait de notre espace vers celui de Châtelain. Et du coup ça ce serait l'espèce de chose qui existe dans ce tuyau un peu de transition entre le monde qu'on connaît et celui de Châtelain, et qui serait là un peu pour nous digérer. Donc un peu comme dans le corps humain où il y a la bouche, les dents, il y a des mini-dents qui sont des fois disséminées dans certains trucs. Donc voilà, là, vite fait. Et là c'est plutôt des langues, donc la salive, après digestion en gros, l'idée c'est que on se fait un peu digérer par ça, on se fait englober, on se fait changer. Ce tableau s'appelle Source, tout simplement. Dans cette sphère construite, c'est une situation pour moi qui me semble extrêmement attractive. Je pense que je voudrais bien vivre ça, et parce que je ne le réalise pas en réalité, je me peins au moins un bon tableau d'un grand format, qu'on peut bien ressentir aussi la situation et ressentir, si c'est possible, l'envie de réaliser ça. Il n'y a pas une forme d'autoportrait un peu Carrément, oui. J'en ai des gris. La pièce s'appelle Cratère, et elle est basée sur une pièce que j'ai fait avec des très très grands panneaux de peinture, où pareil, là il y a des cadres, mais c'est pour pouvoir faire une espèce de grande salle, et c'est comme un décor en fait. Et ça en fait, ça reprend une partie de la peinture, comme si par exemple il y aurait un petit bout de cet enfer, parce que l'autre peinture s'appelle Enfer, qui ressorte comme ça, et que du coup, voilà, ça sort et ça rentre, quoi. Enfin comme un petit volcan. Voilà. Donc ça fait genre un petit coucou, quoi. Ouais. Mais comme c'est l'enfer, c'est pas seulement de la lave, quoi. Parce que là c'est de la céramique, donc c'est pas du tout la même dynamique que la peinture. J'ai fait la peinture au milieu de la manière classique, et à la fois j'ai voulu garder cet aspect où on a cette espèce de magma humain, mais à la fois magma peinture, donc on peut ne pas voir le magma humain éventuellement. Et j'ai voulu garder la même touche pour faire la sculpture. Donc je pense que j'ai pas trop mal réussi à faire la même sculpture au niveau forme, à réussir à faire le même genre de choses, mais en 3 dimensions. Forcément, quand on est en 3 dimensions, on voit mieux les corps. C'est logique, quoi, parce que c'est pas plat. J'ai fait une série qui s'appelle Les Enjolivourures, on fait partie celle-là. En fait, je récupère, soit que j'ai trouvé, soit qu'on m'a donné, ou que j'ai eu plus jeune, des cadres de toutes les tailles, et je les ai peints un peu à la manière classique, c'est-à-dire avec le chevalet, des choses comme ça, trucs simples pour pouvoir faire une petite peinture. Et l'idée c'est de les encadrer sans les encadrer, parce que du coup le cadre il n'est pas carré, il n'est pas rectangulaire, et du coup l'idée c'est que ça puisse être un peu bouffé par le cadre, que du coup il y a un rapport entre les deux, entre la peinture qui est à l'intérieur, ce qui est à l'extérieur, qu'est-ce qui met en valeur l'autre, on ne sait pas trop, des choses comme ça, quoi. Et puis le fait que ce soit un peu rose, il y a aussi comme c'est côté le monde de Châtelain, c'est-à-dire un monde où le sexe féminin prédomine, mais en gros a tout pouvoir. J'ai voulu faire un petit jeu entre le fait que, comme dans Châtelain, quand on arrive, on est digéré, quoi. On a forcément perdu, l'idée c'est qu'on a perdu peut-être la peau, et du coup, en fait, à l'intérieur de Châtelain, on n'a plus vraiment de spécificité due au genre, aux spécificités physiques en général, vu que la peau est partie, on voit que le rouge, le rose, l'intérieur du corps, le côté viscéral. Donc cette toile-là, elle s'appelle Grave, parce qu'elle est très lourde, et Anne-Sophie Jaconon a eu l'idée de l'accrocher sur un clou en fer très lourd, très épaisse, parce que
la toile a une impression extrêmement lourde, et comme on est un peu à la marge entre réalité et illusion dans cette galerie, le clou il s'est tendu, et la toile elle est tombée en jetant une petite avalanche de poussière aussi par terre. Alors il y a plusieurs choses un peu à expliquer, parce que c'était au début, c'était une toile que j'ai considérée comme ratée. L'idée dès le départ était quand même de poser cette pierre au milieu d'une forêt, un peu nulle part. Au début, la scène était située dans un paysage automnal avec des couleurs très chaudes, avec des feuilles rouges. Ça n'a pas marché surtout parce que j'arrivais pas à peindre cette figure. Parce que la figure a la particularité d'être en creux. En fait, on voit une surface lisse. Et dans cette surface lisse, et creuser en fait, la forme négative d'un corps féminin. Et même en réalité, ce serait une illusion optique. On serait assez incapable de voir ça en forme négative, parce qu'on est incapable de voir une forme humaine négative. Parce que je n'arrivais pas à la réaliser, j'étais prêt à abandonner la toile et la détacher du châssis. Mais au moment même où j'étais en train de dégrafer, enlever les agrafes de la toile, j'ai compris comment je pourrais le faire en transformant la situation en situation d'hiver. Et en créant justement cette tige de glace qui pousse de deux côtés, donc une stalactite et une stalagmite qui pousse bas, qui montre que c'est une forme en creux. Donc, ça se pose à l'intérieur de ce corps en creux. Voilà. Et pour assumer aussi le côté narratif qu'une toile, même sans figure, a toujours, j'ai introduit de deux acteurs animaux, un corbeau et un renard dans le tableau. Enfin, je me suis pas mal inspirée de la littérature de Lovecraft, tu vois, de la planète un peu humaine. Il y a une géométrie effroyable, c'est-à-dire où rien n'existe. Ouais, c'est tellement différent qu'on n'arrive pas à le concevoir. Mais c'est pour montrer un truc qui n'existe pas. Enfin, le traitement n'existe pas, mais c'est plus pour parler d'autres choses qui peuvent exister. Bah, je pense que c'est bien de faire ça. Je crois que si les gens regardent ça, et ils ont envie de faire ça, ils jettent leur bagnole et tout, donc je pense que moi, c'est vrai. Tu vas faire de la peinture, oui, c'est ce que tu m'avais dit. C'est ça qui m'a. Et je dois avoir l'impression qu'il y a des voix qui me dictent quoi mettre sur un tableau. Ouais, je dois avoir une sorte de forme de certitude pour commencer, sinon ça ne marche pas. Je pense que l'exposition des deux est la même. Enfin, je veux dire, en fait, moi je suis ça, voilà, et Simon il est là. Donc en fait, il n'y a pas de problème, c'est une double solo expo, c'est ce que j'ai dit. C'est ça, en fait. C'est deux espaces qui se croisent, qui sont en même temps là, dans le même espace, mais qui sont complètement indépendants. C'est ça. Par exemple, c'est un petit village qui se trouve à l'ouest, côté ouest du Val de Fontainebleau, près de Mille-la-Forêt, tout ça, c'est un endroit vraiment très intéressant. Dans le village même, il y a énormément de touristes qui circulent, il y a beaucoup de magasins de souvenirs, des choses comme ça. On ne voit aucune toile de l'école de Barbizon, on voit de maisons plutôt chic, bourgeois, un peu riches. On a beaucoup de chênes, il y a beaucoup d'arbres qui prennent une forme un peu étrange. Ça a impressionné les peintres à l'époque, et ça m'a beaucoup impressionné quand j'ai visité ces villes-là. Et d'ailleurs, j'ai pris beaucoup de photos dans les environs de Barbizon pour construire ensuite mes propres tableaux. Ça ne se voit pas forcément que c'est là, et je ne me retiendrai pas du tout comme peintre de Barbizon, mais je pense que c'était un endroit justement par son côté sauvage qui était les anarchistes de la commune de Paris en 1871 se sont retranchés, se sont sauvés là-bas. Moi, par exemple, c'était plus le côté paysagiste, impressionniste. Je trouvais ça, comme je disais tout à l'heure, le côté un peu drôle, aussi un peu extravagant, d'arriver. Qu'on reprend maintenant, c'est plutôt le fantasme limite de l'artiste qui arrive avec ses affaires,
qui se déploie, qui fait face une mise en scène dans comment il se fait à peindre, des choses comme ça. Je trouve et du coup, la révolution du truc, je trouvais ça assez drôle de faire quelque chose qui est plus. Que la toile soit tellement vivante que le peintre il est absent en fait. C'est ça en fait, je trouve c'est marrant. Enfin, moi, les personnages, quand j'en ai, sont pas en super état. Personnellement, j'aimerais pas trop être à leur place. Enfin, en tout cas, sur les terres terrestres, c'est pas super bon.